Ce meet-up, c'est un meet-up du GAG qui se fait en collaboration avec Agile Playground à Paris. Agile Playground, qui est un autre meet-up qui organise des événements régulièrement sur Paris autour du serious gaming, de l'agile et tout ça. Tout simplement, comme cette conférence elle avait déjà tourné un petit peu sur l'île et qu'on l'a déjà donné plusieurs fois avec les meet-up lillois, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de la partager avec un meet-up un peu plus loin. Donc on est là aussi ici pour parler du hack de jeux de société. Et avant de vous parler du hack de jeux de société, je me permets de me présenter. Moi, je suis Nico Tondeur. Dans la vie, je suis agiliste, accompagnateur souriant de la transformation. Je suis serious gamer. Mon titre officiel chez Next2, c'est Gag Manager, hein, Gag pour groupe d'agilisation et de gamification. Cette affiche, c'est ce qui me représente un petit peu. J'ai un enfant de 8 ans qui est très très curieux. Voilà, j'ai la chance d'avoir vécu en Angleterre un certain temps. Je suis possédé par deux chats. Il n'y en a qu'un sur l'écran, mais je suis possédé par deux chats. Fan de rock alternatif, fan de Star Wars. Je bricole pas mal. J'ai la chance d'avoir une belle ludothèque à la maison, à peu près 400 jeux de société à la maison. Mon favori, il est présent ici, c'est Dominion. J'ai eu la chance également, comme Régis, hein, on a mis un petit clin d'œil à Régis. Comme Régis, j'ai eu la chance de pouvoir créer un serious game et de l'éditer. C'est Stress. Et puis, entre autres, j'appartiens à des groupes tels que Nord Agile, Next2. Je suis membre de l'organisation d'Agile. Je me considère comme agnostique agile. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous conseille grandement d'aller lire le manifeste agnostique. Vous ne me verrez jamais manger deux choses avec de l'huile de palme, sauf si c'est pour que mon fils ne les mange pas lui-même. Euh, et j'essaye de faire tout ça de manière éco-responsable, ce qui est assez compliqué dans notre monde actuel. Voilà. J'ai oublié de vous préciser que je suis fan du studio Ghibli. C'était la dernière petite icône. Alors, pourquoi est-ce que, déjà avant de se lancer dans le hack de jeux de société, pourquoi est-ce qu'on parle de hack? Pourquoi est-ce qu'on parle de serious gaming? Je trouvais important de faire un petit point ensemble sur à quoi ça sert et comment on l'utilise avant même de se dire, allez, je vais prendre un jeu de société puis je vais l'utiliser dans le monde de l'entreprise. Mais en fait, nous, on considère que dans le monde du travail, en fait, on met un terme qui s'appelle la gamification. D'accord? Je vous l'ai dit, groupe d'agilisation et de gamification. Et derrière ce terme, nous, on met cette définition qui est s'amuser et ludifier sa vie professionnelle. J'ai même envie de dire s'amuser et ludifier tous les aspects de sa vie professionnelle. D'accord? Et ça, c'est vachement important parce que du fait, derrière, ça va nous permettre de catégoriser un petit peu les types d'animation et les types d'ateliers qu'on va pouvoir déployer. Euh, on va déployer, nous, on a identifié trois grands types d'ateliers. On a des ateliers ludiques de formation, d'accord, qui sont de l'ordre de ce qu'on appelle la ludopédagogie. J'apprends en jouant, d'accord. On va avoir des ateliers qu'on appelle des ateliers d'analyse en faisant jouer une équipe, en faisant jouer des personnes, on va pouvoir analyser leur comportement, analyser le fonctionnement de l'équipe, analyser une pratique, analyser un process, et derrière, essayer de mettre en place un plan d'action pour les aider à s'améliorer s'ils le souhaitent. Et on va aussi avoir des serious games qu'on appelle des serious games de pratique. Ce sont des serious games qu'on va pouvoir utiliser pour faire des actions qu'on va faire régulièrement dans notre vie professionnelle. Des serious games pour bien prendre des décisions, des serious games pour mener des réunions qui soient efficaces, des serious games pour gérer et travailler sur ma projection en tant que salarié au sein d'une entreprise et décider ensemble avec mon employeur des prochaines actions dans mon évolution de carrière qu'on va pouvoir déployer ensemble. Et donc, fort de tout ça, du fait, dans mon métier, qui est mon métier de coach, je suis coach auprès d'individus, d'organisations ou d'équipes. En fait, j'utilise cette gamification pour aller m'aider, par exemple, à résoudre des problèmes de communication. Quand il y a des personnes qui ne se disent pas certaines choses, je vais les aider
à aller se rendre compte que ils ont peut-être des problèmes de gestion entre eux, de gestion des priorités, tout ça, via un serious game. Je vais pouvoir éventuellement passer mon message de manière différente, pardon, lorsque on forme des gens à des pratiques. Si on leur présente cette pratique de manière ludique, ils vont apprendre différemment, le message va passer différemment, va passer mieux peut-être, ou va passer une nouvelle fois par rapport à juste dérouler un slide et puis s'attendre à ce qu'ils aient appris juste à partir des slides. Et puis j'utilise énormément des serious games pour ce qu'on appelle briser la glace. Lorsque ça m'arrive assez régulièrement d'arriver auprès de personnes ou d'équipes qui ne me connaissent pas et que je ne connais pas, ça me permet vraiment de tout de suite de montrer qu'on a tous un point commun à quelque chose ou qu'on est capable de faire preuve d'un petit peu de lâcher prise autour d'une activité ludique. Alors, dans mon métier, je vous ai mis là, ici, un échantillon du matériel que je suis amené à déployer. Et l'idée, c'était, à l'origine de cette conférence, c'était d'aller explorer un petit peu, faire un retour d'expérience des différents jeux de société que nous avons détournés pour nos métiers. Et en fait, à force de regarder à ces jeux de société, on a fini par se rendre compte que on pouvait classer les différentes modifications, les différents hacks, en 3 grandes catégories. Et le reste de la conférence, je vais m'employer à vous montrer, à vous parler de ces 3 types de hacks et à vous parler, vous donner des exemples de ce qu'on a déployé, ce que j'ai déployé pour hacker ces jeux de société. La première manière de hacker un jeu de société, c'est de lui faire dire ce qu'on veut à ce jeu de société. C'est ce que j'appelle le hack de niveau 1. Oui. Une question, c'est Nico, est-ce que tu connais les mécaniques cartes? Les mécaniques cartes, je connais les gamificartes. Les mécaniques cartes, non, je ne les ai pas explorées. Mais merci de nous mettre un lien dans le chat et on ira y regarder avec plaisir. Donc, faire dire ce qu'on veut aux jeux de société. En fait, l'avantage de ce hack, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de faire grand-chose. On s'est vite rendu compte que certains jeux de société, lorsqu'on allait les utiliser avec des équipes, l'expérience que l'équipe allait avoir dans le jeu, avec juste un petit peu de travail sur le débrief, un petit peu de travail avec l'équipe sur est-ce que ça vous fait penser à une situation professionnelle, parce que votre expérience de jeu vous fait-elle penser à quelque chose que vous pouvez vivre de manière professionnelle, on arrive à aller gratter des choses avec l'équipe et leur faire dire, leur faire se rendre compte de problématiques ou leur faire apprendre que, vous voyez, vous avez été capable de déployer tel mécanisme ou telle pratique dans le jeu de société, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas capable de le faire dans votre vie professionnelle. Et donc, ce hack de niveau 1, grosso modo, c'est un hack dans lequel on va garder les mêmes règles que le jeu initial. D'accord? On va garder le même matériel que le jeu de société qui est vendu dans le marché. Par contre, on va aller amener ce débrief spécifique qui va nous permettre de rapprocher l'expérience de jeu du monde professionnel. Et ce hack de niveau 1, je vous propose plusieurs exemples. Il y a l'exemple de Flux, par exemple. Alors, Flux, c'est un jeu que j'ai ici. Et il est super rigolo, Flux, parce qu'en fait, c'est un jeu dont les règles sont très, très simples au départ. La première règle de Flux, c'est piocher une carte, jouer une carte. Et au fur et à mesure du jeu, on va rajouter des cartes dans l'espace de jeu qui vont venir modifier les règles de base. Ajouter des choses complémentaires, ajouter des limites, faire qu'on pioche plus une carte, mais qu'on en pioche 2. Faire qu'on joue pas une carte, mais qu'on en joue 3. Alors quand vous piochez 2 cartes par tour et que vous en jouez 3, au bout d'un moment, ça fait que vous ne jouez pas à l'intégralité de votre tour, par exemple. Des choses comme ça. Et l'avantage de Flux, c'est que vraiment, à l'origine, moi, je l'ai découvert en Angleterre il y a quelques années. Et c'est un jeu, excusez-moi l'expression, mais c'est un jeu what the fuck quand on joue avec des copains, parce que la partie, elle peut durer entre 5 minutes et 45 minutes. D'accord? Et il arrive même certaines fois où les gens gagnent la partie sans s'en rendre compte. On est obligé de dire, mais en fait, tu as gagné.
Ah bon? Bah, regarde, tu as posé ça et ça veut dire que tu as gagné. Mais comment tu le sais? Bah, parce qu'avec cette règle-là, le jeu devient très vite bordélique. Et donc, le gros avantage de ça, bah, c'est qu'on va le faire jouer à une équipe, par exemple. Et puis, bah, ils vont jouer au jeu. On va les faire jouer cette équipe-là, mettons, avec un donneur d'ordre. Alors, si on est en démarche agile, dans Scrum, par exemple, on va les faire jouer avec un PO. Si c'est une équipe qui est en mode de projet traditionnel, on va les faire jouer avec un chef de projet ou un directeur de projet. Et puis, ils vont se rendre compte que bah, il y a beaucoup de règles à un moment, puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui sort un joker, il n'y a plus aucune règle, on vient à zéro. Et on va utiliser cette expérience de jeu pour leur demander, mais ça vous rappelle pas des expériences que vous avez dans votre vie professionnelle? Ça vous rappelle pas des moments où éventuellement ça devenait tellement compliqué de gérer votre projet, de gérer votre process, de produire des choses, qu'en fait, bah, soit vous aviez déjà fini votre travail sans vous en rendre compte, soit carrément vous saviez plus ce qu'il y a à faire. Et à ce moment-là, on va pouvoir discuter avec eux. Et si on a le temps, on va même pouvoir leur demander, mais qu'est-ce que vous feriez dans le jeu pour ne pas subir le jeu et essayer d'être un petit peu plus acteur de votre jeu dans Flux. Et là, ils vont dire, ah bah on pourrait se dire qu'on ne fait pas ça, ou on pourrait se donner des règles à nous. Et donc, ils vont s'ajouter des règles à eux, et puis ils vont rejouer une partie. Ils vont voir si ça marche. Pareil, on va faire un parallèle. Les règles que vous êtes données dans Flux, est-ce que ce sont des règles que vous pourriez vous appliquer dans la vie professionnelle? Flux marche très bien. Il y a un autre jeu qui est un peu plus récent, qui s'appelle Magic Rabbit. Alors, l'histoire de jeu est assez sympa. C'est un jeu qui a été créé lors d'une game jam. D'accord? Ce sont des gens qui se sont réunis pendant un week-end. Ils avaient un objectif, c'était de faire un jeu qui soit meilleur que tous les autres jeux créés dans la game jam pour pouvoir éventuellement être édité. À la fin de la game jam, ils avaient un jeu presque équitable. Et dans Magic Rabbit, en fait, les parties durent 1 minute 30. C'est marqué comme ça. On a un minuteur d'1 minute 30. Et en 1 minute 30, on doit retrouver des lapins sous des chapeaux et mettre les chapeaux dans le bon ordre et ainsi de suite. D'accord? Mais sans parler. On n'a pas le droit de parler. OK? Et bah, ce qui est rigolo avec Magic Rabbit, c'est que quand on fait jouer à des équipes qui fonctionnent déjà, on leur fait jouer une première partie. Forcément, au départ, on leur interdit d'échanger avant même de se lancer. Ils se lancent, ils perdent la première partie. Puis là, on leur dit, bah, maintenant, vous avez le droit d'échanger, d'essayer de mettre en place une stratégie. Sans blaguer. J'ai lancé une équipe sur une première partie, ils ont joué 1 minute 30. Puis je les ai lancés en disant, bah, vous pouvez essayer de vous améliorer. Puis je suis allé dans une autre salle. Ce jour-là, j'animais plusieurs ateliers en même temps. Je suis allé dans une autre salle, puis je reviens voir l'équipe. Et je dis, bon, alors, vous avez réussi à vous améliorer? Ils m'ont dit, bah, on ne sait pas, on vient seulement de valider ensemble la manière dont on allait jouer. Je suis, OK. Je regarde ma montre, ça faisait 20 minutes qu'ils discutaient. Et j'ai fait, bah, on va peut-être se lancer, on va peut-être faire une partie là quand même. Hein. Et puis, ils se lancent sur une partie. Au bout de 30 secondes, je savais déjà qu'ils avaient perdu la partie. D'accord? Parce que la moitié des choses qu'ils s'étaient dit qu'ils feraient, ils le faisaient déjà plus. D'accord? Et puis en plus, il y en a qui remélangeaient les cartes et tout. Enfin, ça devenait bordélique. Et donc, bah, derrière, c'était du pain béni pour moi. D'accord? Bah, ça vous arrive souvent de passer 20 fois plus de temps à prendre une décision d'organisation plutôt que le temps que ça vous prend de faire les choses et de tester. Et donc là, on peut travailler à bah, essayez, faites plutôt que de réfléchir, faites, et puis voyez ce que ça donne. Alors, il y a plein de manières dont on pourrait le débriefer aussi, parce qu'il y a des choses autour de la communication non verbale qu'on peut mettre en place et tout ça. Mais là, c'était vraiment, cette fois-là, c'était du pain béni pour moi, Magic Rabbit. Il est toujours avec moi dans ma voiture. Il faut savoir que Magic Rabbit, maintenant, il est automatiquement avec moi dans ma voiture. Dès le moment où je vois une équipe qui commence à se prendre la tête sur la prise de décision, l'action et tout ça, allez, faites un petit Magic Rabbit, on va voir déjà comment vous fonctionnez avec ça. Et puis on analysera ensemble le résultat de l'atelier. Alors, d'autres exemples sur lesquels je vais passer un peu plus vite, bah, on a les Story Cubes. Les Story Cubes sont, c'est pareil, c'est un jeu de société qui est autour de dés avec des icônes sur chaque face du dé. On va demander aux gens de raconter une histoire. Moi, j'utilise en icebreaker pour que les gens racontent un petit peu qui ils sont à partir des icônes qui sont représentées sur leur tirage de dés. On a Anabi. Anabi, c'est un jeu qui est là-bas. C'est un jeu de société qui est très sympa parce qu'en fait, on a tous des cartes en main, sauf que les cartes, elles sont tournées vers les autres. D'accord? Et à notre tour, on a le droit soit de donner une information sur le jeu d'un autre joueur, soit de jouer une de ses cartes. Le but étant de poser les cartes de la plus petite à la plus grande et des mêmes couleurs, tous ensemble. D'accord?
Pareil, on va parler communication, on va parler à quel moment donner la bonne information, on va parler de est-ce que c'est à moi, est-ce qu'il vaut mieux que j'agisse moi ou plutôt que j'aide les autres, ce genre de choses. Et Space Team est assez rigolo, c'est un jeu qui est sur téléphone et c'est un jeu qui se joue jusqu'à 12 personnes dans la même salle avec un téléphone. Et Space Team, ce qui est sympa avec Space Team, c'est que sur mon écran de téléphone, j'ai un tableau de contrôle avec des boutons qui ont chacun un nom et tout ça. Et puis j'ai des instructions qui s'affichent, sauf que les instructions qui s'affichent, c'est pas forcément pour moi. Et donc tout le monde se met à crier les instructions qui s'affichent à l'écran parce que si on ne fait pas les instructions, notre vaisseau spatial se prend un météorite et on a tous perdu la partie. Et là, pareil, on va parler communication, on va parler de ce genre de choses. Et à l'origine, c'est vraiment juste un jeu vidéo, un jeu pour entre potes. Donc ça, c'était notre niveau 1. Il n'y a pas grand-chose à faire sur un niveau 1, si ce n'est prendre le risque de sortir un jeu de société, d'accord, et espérer qu'en face, on ait des personnes qui ont suffisamment de lâcher prise, suffisamment d'autodérision en quelque sorte, pour pouvoir accepter de jouer en société. Je pourrais faire une autre conférence, on pourrait passer des heures à discuter de est-ce que c'est bien de jouer dans une entreprise, dans le milieu professionnel et tout ça, mais c'est pas le but d'aujourd'hui. Le deuxième niveau de hack, en fait, on va faire ce qu'on veut aux jeux de société. Alors là, on rentre un petit peu plus dans des choses où il faut travailler avant, d'accord ? Quand on veut faire ce qu'on veut aux jeux de société, on a tendance à aller modifier la règle de jeu de société. Souvent, on utilise le même matériel qu'initialement, d'accord ? Le même matériel que celui qui nous est fourni. Et puis, encore une fois, on va poser un débrief adapté qui va permettre aux personnes de discuter et d'essayer d'analyser leur expérience de jeu. Jusque-là, ça va? Pas de questions à distance? Alors, un exemple que j'aime beaucoup, alors qui malheureusement, j'utilise l'exemple, mais je sais que le jeu n'est plus vendu. J'en ai acheté 2 boîtes récemment, je les ai fait venir d'Italie via Vinted, pour vous dire, dont une qui est arrivée emballée. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais elle est arrivée, elle n'était pas déballée. C'est Escape. Alors, ce qu'il y a de rigolo avec Escape, c'est que c'est un jeu où je vais devoir déplacer mon pion sur un plateau pour essayer d'être le premier à atteindre la fin du plateau. Mais la manière dont je vais déplacer mon pion, ou dont je vais savoir de combien de points je peux déplacer mon pion, c'est que je vais devoir me placer sur une échelle à chaque fin de tour, d'accord, avec un score au dé. Et en fonction de où je suis sur l'échelle, les autres joueurs, lorsqu'ils font un meilleur score que moi au dé, soit ils peuvent décider de faire moins de points que moi, enfin de se mettre en dessous de moi sur l'échelle d'avancer, mais qui vont faire tomber de l'échelle. D'accord, ils ont plus de points que moi, donc ils secouent l'échelle, ils sont plus lourds, ils secouent l'échelle, je tombe de l'échelle, et ce qui fait qu'à mon tour, je n'avancerai pas. Soit ils peuvent décider d'essayer d'avancer plus que moi et de se mettre au-dessus, mais moi, j'avancerai aussi. D'accord? Les règles sont très simples. D'ailleurs, c'est un auteur qui est très connu dans le monde du jeu de société, c'est Reiner Knizia. D'accord? Il est vraiment extrêmement connu. Ce jeu, la manière dont je l'utilise, c'est qu'en fait, nécessairement, dans l'atelier, je le fais jouer 2 fois aux personnes qui vont jouer à Escape. La première fois, je leur fais jouer en lançant un timer au début de leur partie, d'accord? Et je vais mettre à la fin, une fois qu'ils ont fini leur partie, je vais mettre le temps au tableau en disant, voilà, vous êtes arrivé, il y a eu un vainqueur au bout de X minutes. C'est un jeu qui peut être très aléatoire au niveau du temps. Il peut y avoir beaucoup de chance chez un joueur et qu'il gagne au bout de 10 minutes, tout comme ils peuvent vraiment se tirer l'un sur l'autre et être vraiment vicieux l'un envers l'autre et que le jeu va durer 45 minutes. D'accord? Bon, j'essaye généralement d'arrêter au bout d'un temps. Si je sais que je veux faire 2 sessions du jeu durant un créneau d'1 heure, au bout de 20 minutes, je vais arrêter la partie, puis je vais regarder combien de points a fait celui qui est le plus avancé. Et là, je les arrête et je dis, voilà, vous avez vécu une expérience de jeu dans lequel vous pouviez vous tirer dans les pattes, dans lequel vous deviez, si vous vouliez embêter les autres, vous deviez diminuer votre objectif individuel, d'accord?
Et donc, du fait, ce que je vous propose, c'est de faire mieux. Mais je ne leur dis pas quoi. J'ai noté un nombre de points, j'ai noté un temps, et je leur dis comment est-ce que vous pouvez faire mieux. Et là, les gens, ils vont discuter entre eux. Je leur dis, vous pouvez modifier la règle comme vous voulez. Au jeu, vous modifiez ce que vous voulez, il faut juste que vous fassiez mieux. Et là, ce qui est assez rigolo, c'est que le faire mieux, il est interprété de différentes manières en fonction des gens, en fonction des équipes. Il y a des équipes qui me disent qui disent on va faire mieux en disant il faut être plus rapide. Il faut que celui qui gagne, il gagne plus vite. Et donc, ils mettent en place des stratégies, d'accord, pour que dès le moment où il y en a un qui prend la tête, on ne l'embête plus, lui. Il y en a il y a des équipes qui disent faire mieux, en fait, c'est faire plus de points tous ensemble, d'accord, que tout le monde avance de manière plus uniforme, et dans ce temps que tu as noté, Nico, qui est forcément inférieur à 20 minutes, mais en ce temps, on doit faire plus de points tous ensemble, d'accord. Mais ils vont changer une règle, ils vont se dire ensemble, on change une règle, d'accord. J'ai le droit d'accepter ou de refuser certaines règles, d'accord. Parce qu'une fois, ils m'ont dit, on avance du score qu'on fait avec les dés. Il y a 20 cases sur le plateau, le dé, il peut faire 73 avec. Oui, c'est des dés bizarres. C'est des dés bizarres. On peut faire 73 points avec les dés. Oui. Une question, c'est la consigne de faire mieux, c'est du collectif ou de l'individuel? C'est ça qui est rigolo. C'est que je leur dis pas. Je leur dis vraiment comment vous pouvez faire mieux et c'est eux qui vont interpréter. Faire mieux, est-ce que c'est collectif ou est-ce que c'est individuel? Et là, pareil, une fois qu'ils ont joué, une fois qu'ils ont mis en place une tactique, c'est du pain béni. S'ils ont fait mieux de manière collective, est-ce que c'est une attitude, est-ce que c'est un fonctionnement qu'ils ont l'habitude de mettre en place dans leur vie d'équipe? S'ils ont fait mieux de manière individuelle, on pose la même question. Est-ce que d'un point de vue équipe, vous avez tendance à toujours pousser le même pour que ce soit lui qui soit toujours efficace et que vous, l'important, c'est qu'on ait participé. D'accord? Et ça, pareil, on va aller analyser ensemble avec eux le comportement de l'équipe, essayer à chaque fois de trouver une manière d'aller s'améliorer. Toujours essayer de trouver une action. Le point commun, en fait, à chaque fois, vous allez voir, c'est vraiment le débrief. D'accord? Le débrief, c'est à chaque fois ce qui fait que l'utilisation de votre serious game va avoir du sens. Sinon, on n'utilise pas un jeu de société. Si on veut que ce soit autoporteur avec un sujet spécifique, il y a des serious games qui sont là pour ça. Et au final, le contenu du serious game a amené pour les conclusions pour les gens, les a amenés à une conclusion directement. Par contre, le jeu de société, il n'est pas fait pour amener des choses dans le monde professionnel, donc il y a forcément besoin d'un débrief avancé. D'autres exemples? Par exemple, nous, on a l'exemple des Lego. Alors, pas en forme, on utilise les Lego, on ne fait rien, mais nous, on a le Lego Carpaccio, où en fait, on va proposer aux équipes de construire un Lego, mais en prenant des engagements. On va leur dire, voilà, chaque fois, vous allez avoir des moments, des itérations, des sprints, pour ceux qui travaillent en agile, des sprints de 2 minutes, d'accord? Et vous allez me dire à quelle étape vous serez arrivé au bout de 2 minutes. Ils se lancent dans la construction, ils arrivent ou pas à l'étape qu'ils avaient annoncée, puis on leur demande de reprendre un engagement pour les 2 minutes d'après, et ainsi de suite. Et là, au niveau du débrief, on va aller sur des choses du style, est-ce que vous avez regardé ce que vous aviez été capable de faire pour pouvoir vous engager sur ce que vous pensiez être capable de faire la fois d'après? Est-ce que ça a du sens de compter en étapes Lego? Ou est-ce qu'il vaut mieux compter en nombre de pièces? Ou est-ce que réellement, ça apporte de la valeur, une étape Lego? Est-ce que lorsque j'ai que l'aile dans mon perroquet, j'ai de la valeur pour mon utilisateur? Ou est-ce qu'il faut de toute façon que tout mon perroquet soit fait? Donc que mon découpage n'était pas bon? Donc on va parler de tous ces sujets-là avec les équipes. Je vous ai proposé Concept aussi. Concept qui est un jeu de mots. Alors comme beaucoup de jeux de mots, en fait, ce qu'il y a de sympa avec Concept, c'est que on va pas forcément changer les règles. Pour le coup, c'est un contre-exemple de mon niveau 2. Je vous ai dit généralement on garde le même matos et on change les règles. Là, on garde les mêmes règles identiques, mais par contre, c'est plus des mots à faire deviner du langage commun. On va prendre des mots du langage de l'équipe. Et les gens, ils doivent faire deviner des mots, comme au Pictionary, comme avec Imagine, par exemple. On doit faire deviner des mots. S'ils sont incapables de faire deviner un mot qui est commun dans leur équipe, il y a de grandes chances qu'ils ne soient pas tous d'accord sur la même définition. Et à ce moment-là, on va mettre le mot de côté, puis on reviendra ensemble sur
Est-ce qu'on est d'accord sur ce que ça veut dire, ce terme-là? Et si on est d'accord, comment est-ce que ça se fait que vous n'avez pas réussi à le faire deviner? D'accord? Bon, la plupart du temps, ils sont vraiment pas d'accord. Et ensuite, on a Keep Talking and Nobody Explode. Keep Talking and Nobody Explode. Autre exemple, là, c'est aussi un jeu en ligne. Enfin, un jeu en ligne, c'est un jeu vidéo. Et le principe du jeu vidéo, c'est que normalement, on a une personne devant un ordinateur, une personne qui est derrière l'ordinateur qui ne voit pas l'écran, qui a un manuel de déminage de bombes. La personne qui est sur l'ordinateur a une bombe devant lui en virtuel, d'accord? Et bah, la personne qui a le manuel doit lui donner des instructions pour qu'il réussisse à déminer les bombes. Et puis le but, c'est d'aller avec des bombes de plus en plus complexes et de le faire de plus en plus vite avant que la bombe explose. Et bah, la manière dont on l'utilise, c'est que bah, on va souvent mettre une équipe d'un côté de la bombe, une équipe loin avec un talkie-walkie qui peut parler, et puis bah, là, on voit comment ils réagissent. Et bah, je vous laisserai éventuellement lire des articles sur Keep Talking and Nobody Explodes dans le monde professionnel, mais on va parler communication en temps de crise, on va parler langage commun, on va parler apprentissage, on va parler vie ma vie, on va vraiment parler de beaucoup de choses sur un atelier qui fonctionne assez bien, très naturellement. Mais par contre, on a modifié une règle. C'est du style vraiment le talkie-walkie, c'est pas dans le truc initial. Normalement, ils sont dans la même salle et ils discutent. Non, nous on les met à distance avec un talkie-walkie. Je sais pas si vous avez déjà essayé de dialoguer avec un talkie-walkie. C'est pas un dialogue, hein. C'est deux monologues des talkie-walkie. D'accord? C'est un sens, l'autre sens. Un sens, l'autre sens. On ne peut pas parler en même temps. On arrive au lac de niveau 3. Voilà, dans le lac de niveau 3, on fait ce qu'on veut. Mais vraiment, on fait ce qu'on veut. Hein? On s'inspire des règles originelles. On s'inspire éventuellement du matériel, ou on le garde à l'identique, mais voilà. Et puis, on va encore une fois ajouter un débrief adapté. Le plus courant, celui dont on a le plus entendu parler, c'est notre jeu Dixit. Dixit, si on l'utilise dans le monde du travail, il y a de grandes chances qu'on ne sache même pas, que les gens avec qui vous l'utilisez ou que les gens qui l'utilisent ne sachent même pas qu'il existe en format plateau. Il y a de grandes chances qu'ils aient juste acheté une extension où il n'y a même pas le format plateau. Ce qui est intéressant avec Dixit, c'est qu'il y a des images. Et on va utiliser le photolangage dans Dixit. On va utiliser le photolangage et on va l'utiliser dans plein de manières différentes. Je vous ai parlé d'icebreaker tout à l'heure, on va l'utiliser en icebreaker. On va donner X cartes aux gens, à chacun. Ils vont devoir choisir dans les cartes qu'ils ont en main celles qui représentent le mieux leur état d'esprit aujourd'hui. On va étaler des cartes sur une table au lancement d'un projet, puis on va dire, maintenant qu'on a fait le kick-off du projet, quelles sont les images qui vous font le plus penser au projet? D'accord? C'est un jeu qui est génial. C'est du matériel qui est génial. Il y a quelques années, je l'ai utilisé en format au moment d'une rétrospective avec un groupe de personnes avec lesquelles je travaillais depuis un bout de temps. Ça faisait vraiment un bout de temps qu'on était ensemble, on se connaissait bien, on avait vraiment mis en place beaucoup de choses tous ensemble. Et il y a alors c'était un groupe où il y avait beaucoup de stagiaires. J'accueillais beaucoup de stagiaires à l'époque. Et il y a une des personnes qui a joué cette carte-là. Je vais la montrer en grand pour Paris. Cette carte-là. Et je la montre à la caméra ici, cette carte-là. Et elle nous dit, ça représente exactement comment je me sens dès le moment où j'ai un problème technique. Alors nous, on s'interroge. Comment ça se fait? On avait déjà parlé des problèmes techniques. Ils étaient tous juniors. On savait que régulièrement, ils tombaient devant des choses qu'ils n'avaient jamais vues et qu'ils avaient besoin d'aide. Et on avait décidé ce jour, enfin le moment où on en avait parlé, on avait décidé qu'en fait, à chaque début de journée, si on avait été bloqué le jour d'avant, d'accord, et ben on en parlait. On en parlait en début de journée en disant on ne peut pas passer une deuxième journée à être bloqué. Et moi, j'avais dit à l'équipe, j'accepte qu'en tant que stagiaire, vous puissiez éventuellement passer une journée à chercher une solution. Mais par contre, si vous commencez une seconde journée en vous disant je vais chercher tout seul, ça ne marche pas. Pour la stagiaire en question, une journée, c'était déjà beaucoup trop. Elle, être bloquée une journée, c'était déjà beaucoup trop. On a discuté et ce qu'on a dit, c'est que on s'interdisait en tant qu'équipe de partir du bureau
en demi-journée, donc de partir le midi pour aller manger ou le soir pour rentrer chez soi, on s'interdisait de partir en étant bloqué, tout seul. Donc forcément, si je suis bloqué au matin, avant de partir du bureau pour manger, j'ai dit aux collègues, je suis bloqué, j'ai besoin d'aide cet après-midi. Forcément, le soir, si j'ai été bloqué dans l'après-midi, on disait, j'ai été bloqué cet après-midi, demain, j'ai absolument besoin d'aide. Niveau charge mentale, pour cette personne-là et pour les autres membres de l'équipe, je dois aussi l'avouer, bah, ça a nettement diminué. Ils ne dormaient plus sur leurs problèmes. Alors, parfois, ça aide à résoudre. Moi, ça m'a souvent aidé à résoudre. Je me suis souvent réveillé la nuit quand je développais parce que je faisais du Java. Et Java, il faut bien avouer que ça tombe en marche. Hein. Et donc, bah, régulièrement, j'ai tombé devant des problèmes le soir. Je rentrais chez moi très tard. Et puis, dans la nuit, je suis trop bête. Et puis, je notais sur un carnet ce qu'il fallait que je fasse le lendemain matin. Mais bon, d'un autre côté, c'est vraiment de la charge mentale et on a du mal à le gérer. Bon, on avait décidé de faire ça. Et ça via une utilisation d'un outil qui n'est pas fait pour ça. Dixit, c'est un jeu où il faut faire deviner des phrases à un maximum de personnes, mais pas à tout le monde. Mon fils de 8 ans nous rétame à Dixit. On est vachement étonnés à chaque fois parce qu'il nous explose. Alors, d'autres exemples de hacks de niveau 3, il y en a pléthore. Des hacks de niveau 3. J'ai remis du Lego, mais simplement pour le fait d'avoir des briques Lego. Là, c'est un exemple de ce qu'on appelle la Lego Tower. L'objectif, c'est en icebreaker ou en exercice de formation, d'avoir des groupes qui sont en compétition sur qui sera capable de faire la tour la plus haute, d'accord, en un minimum de temps, avec les mêmes pièces et tout ça. Les dés, ça c'est juste du hasard. Hein. Moi, j'ai toujours un dé dans ma poche. Toujours un dé 20 dans la poche, d'accord. Et dès le moment où j'arrive devant une équipe et j'ai malheureusement pas mon matos avec moi ou autre et que je sens qu'il y a besoin de faire un icebreaker, je vais mettre des questions sur un tableau derrière moi. Je vais mettre des échelons de nombres sur le tableau. C'est un dé 20. Donc, je vais mettre de 1 à 4, de 5 à 8 et ainsi de suite devant chaque question. Puis, je vais dire, bon, voilà, on va faire un tour de table. Chacun va se présenter, puis on lancera le dé, puis on répondra à la question qui est au tableau. Parmi les questions vachement importantes, c'est quelle est ta taille de chaussures? Voilà. Qu'est-ce que tu aimes bien manger ou cuisiner? D'accord. Si vous dites qu'il est bon à faire si la personne vous dit qu'elle est bonne à faire des gâteaux, vous savez ce que vous pouvez demander pour le lendemain. Des choses comme ça. Petit tips, il y a des questions que j'ai posées que je ne poserai plus jamais. Par exemple, personnage célèbre que tu aurais aimé rencontrer. Quand vous êtes dans une salle et que dans la salle, il y a deux personnes qui vous disent « Moi, j'aurais bien aimé rencontrer Jules César » et l'autre qui vous dit « J'aurais bien aimé rencontrer Napoléon », ça vous donne des idées de… Voilà. Pareil, un truc que je ne demande plus, c'est question sur dans 3 ans. J'ai l'habitude de mettre il y a 3 ans. Où est-ce que vous étiez il y a 3 ans? Le dans 3 ans m'a déjà posé des problèmes. Dans 3 ans, oh, j'espère bien plus être dans cette équipe. Hein. Je me dis, oh, dans 3 ans, je serai certainement plus ici. Oh, la glace est brisée. Voilà. Après, il y a des jeux de cartes. Forcément, le jeu de cartes, c'est un incontournable. Le jeu de cartes, c'est tellement de règles différentes pour tellement de jeux différents. Moi, je les ai utilisés pour faire des assemblages, des empilements de cartes, comme je les appelais. Et en fait, je disais aux gens, combien d'empilements de 5 cartes vous pensez pouvoir me faire en 10 minutes? Les gens trouvent c'est facile. On va en faire, on a combien de cartes dans le tas? On a 54 cartes, on peut faire 11 empilements de cartes, et puis ils me font des empilements de cartes comme ça. D'accord? Puis moi, je reviens au bout du temps imparti, puis je leur dis non, c'est pas ça un empilement de cartes. Un empilement de cartes, c'est 4 cartes comme ça, puis une carte au-dessus. Ah, un château! Un empilement, oui. Et donc, je les relance. Et puis, ils font l'empilement, puis je dis, c'est toujours pas ça. C'est ce que tu nous as dit. Ouais, mais vous avez mis tous les côtés comme ça vers l'extérieur. Pour moi, il faut que ce soit les phases. Puis ils refont un château. Non, mais c'est toujours pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de noirs vers l'extérieur. Les noirs, il faut qu'ils soient forcément vers la… Voilà. Bon, bref, on change les règles. Ceux qui me connaissent savent que j'ai une tendance à être assez vicieux quand j'anime des serious games. Mais c'est pour les obliger à réfléchir
Un petit peu comme le papa qui demande à ses enfants de lui donner des instructions pour faire un sandwich au beurre de cacahuète et qui suit les instructions à la lettre. Si vous n'avez pas la référence, je vous conseille d'aller regarder Peanut Butter Sandwich Dad sur YouTube. Alors, une fois qu'on était arrivé à cette étape et qu'on a posé nos 3 types de hacks, je passais beaucoup plus de temps sur les exemples, j'en mettais beaucoup plus, et puis les gens venaient me voir en disant oui, mais comment ça se passe dans ta tête? Vous voulez vraiment savoir comment ça se passe dans ma tête? Ouais. Une question, alors, pourquoi avoir choisi un nouveau terme, hacking, pour désigner le serious gaming, appellation scientifique normée? Et une autre question, une dimension supplémentaire pour l'interrogation. Alors, pourquoi avoir choisi hacking plutôt que serious gaming? Parce que le serious gaming, pour moi, ça englobe beaucoup de choses. On peut faire du serious game avec du jeu de société, on peut faire du serious game avec des choses qui sont créées pour être du serious game. Là où le hack de jeu de société, il y a quelques années encore, c'était relativement peu répandu. Il y a beaucoup de personnes qui soit s'interdisaient, soit se disaient il faut vraiment que j'arrive avec un jeu professionnel au sein de mon entreprise. Après, pour être honnête, j'ai tendance à pas forcément beaucoup réfléchir quand il y a des termes qui me parlent à moi. J'essaye de les présenter aux gens et quand ça parle aussi aux gens, c'est bien. Et je veux surtout pas m'approprier des termes si j'y ai pas creusé jusqu'au bout. Je vous parlais de ludopédagogie tout à l'heure. À un moment donné, j'ai entendu des personnes qui parlaient de ludopédagogie pour tout ce qui était serious gaming. Pareil, je trouve ça exagéré, mais forcément, au fur et à mesure où on en apprend, on va plus loin. Et par contre, j'ai pas compris la question sur l'autre dimension. Donc, si on pouvait avoir un petit peu plus de détails, ce serait cool. On reviendra dessus après. Donc, le processus créatif derrière le hack de jeux de société, comment est-ce que je fais? En fait, je me suis, plutôt que d'essayer de mettre à place comment je fais, même si on a un atelier de 2 heures où on aide les gens à se lancer dans le hack de jeux de société avec des jeux qu'on sait qui peuvent être hackés et tout ça. Moi, je me suis surtout dit, dans quelle situation est-ce que je suis plus à même de faire du hack de jeux de société? La première grande situation, c'est quand j'ai un besoin spécifique. D'accord? Quand j'ai un besoin spécifique, en fait, c'est beaucoup plus facile si j'ai un besoin de pouvoir, je vous l'ai dit, j'ai une ludothèque de 400 jeux de société, j'ai toutes les mécaniques de jeux de société que je maîtrise, que j'ai dans la tête. Et donc, quand j'ai un besoin spécifique, j'ai tendance à aller chercher quel type de mécanique peut répondre à ça et est-ce que j'ai pas déjà un jeu qui illustrerait très bien ça. Le besoin, typiquement, c'est ce qui m'a aidé à… alors, c'est pas un hack, celui-là, c'est une création, mais c'est ce qui m'a aidé à créer le Serious Game Stress, qui pour le coup est un Serious Game, qui a été créé pour être un Serious Game, parce que à l'origine, il y a quelqu'un qui est venu nous voir en disant hey, Nico, et puis j'étais avec un collègue Mathieu à l'époque, Nico et Mathieu, on aimerait bien que vous veniez nous animer un séminaire chez nous. Alors, c'était un séminaire cadre pour la Société des Eaux de Marseille. Et on a dit, OK, ce serait quoi le thème du séminaire et tout ça? Elle nous a cité plusieurs thèmes, dont le stress. À l'époque, on a regardé en ligne, on a regardé ce qui existait pour parler du stress sans être des menteurs. Parce que ni lui ni moi ne sommes psychologues ou psychiatres, ni même spécialistes du stress. Et on a regardé ce qui existait et on n'a rien trouvé qui nous satisfaisait vraiment. Il y avait un jeu qui mettait les gens en situation de création d'un fast-food et qui stressait les gens, mais qui stressait les gens durant le jeu. On a trouvé que c'était aller un petit peu loin. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est on va créer quelque chose nous-mêmes. Et on a regardé un petit peu toutes les mécaniques qu'on maîtrisait. Et puis, il y a des mécaniques de points, de cartes qu'on a fini par sortir. Et c'est là où on a créé Stress. Stress qui, pour le coup, nous aide qui aide les équipes à parler de leur charge de travail, d'accord, en tout cas de la répartition de leur charge de travail, mais sans vraiment leur donner de réponse. C'est elles qui vont trouver leur propre réponse. Et ça, c'était vraiment, on a eu un besoin. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu nous voir en disant, j'ai ce besoin-là. Pareil, il y a quelques temps, j'ai créé un serious game avec des robots Lego, d'accord. Ça tombait bien. J'ai un client qui est venu me voir en disant moi, j'automatise, je fais des robots dans les entrepôts. J'aurais besoin que tu viennes nous former à telle ou telle problématique. Ah,
Ben, j'ai justement des boîtes de Lego qui font des robots. Je peux vous aider. Ouais, il y a une question. Où peut-on acheter le jeu Stress? Ah On vous mettra le lien dans le chat juste après pour que vous puissiez le commander. C'est Régis qui a posé cette question, non, même pas. Mais on mettra le lien juste après. Donc ça, c'est un besoin. Il y a un besoin qui s'est créé, on l'a fait. Alors, il faut savoir qu'à l'origine, il était juste imprimé, plastifié. Puis, en plus, à force d'avoir des gens qui viennent nous voir en disant « Ouais, je l'aime bien, votre jeu, mais enfin, votre serious game, mais arriver avec des feuilles imprimées et plastifiées en entreprise, ça fait pas très pro. » On a fini par décider de lancer une édition collaborative et puis on l'a imprimé. Et maintenant, les gens, ils arrivent avec un jeu qui est très flashy, mais qui fait pro. Il y a des fois, c'est juste l'opportunité. Juste l'opportunité. L'exemple que j'ai là, c'est un serious game qui s'appelle Agile Paradise. Alors, la plupart des hacks dont je parle, la plupart des serious games que je crée et qu'on crée au niveau du gag, on les rend disponibles en Creative Commons. Donc, ils sont disponibles sur le site hacker.biz que pour le chat, Camille va pouvoir mettre directement parce qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher le lien de la boutique. Mais tous nos jeux tous nos serious games sont généralement disponibles en Creative Commons, soit directement une fois qu'on les a présentés dans des conférences, soit dans certains on se garde 1 an d'exclusivité pour l'inclure dans nos formations. Puis une fois qu'on l'a éprouvé dans nos formations et que notre avantage compétitif est passé dessus, on le met à disposition de la communauté. Ça nous arrive rarement, mais on s'est dit pour 1 ou 2, on va le faire. Et là, Agile Paradise, ce qui était rigolo, c'est que en fait, c'est vraiment une opportunité. J'ai fait un événement agile à Grenoble. On était à une soirée jeux de société lors de cet événement agile et j'ai un copain qui me parle d'un Kickstarter il est dégoûté parce qu'il y a un Kickstarter qui s'est lancé sur un jeu qui a l'air vraiment sympa, sauf que le jeu il sera jamais distribué en France, ils veulent pas le envoyer en France, donc il peut pas kickstarter le jeu. Je suis ok, mais c'est quoi le jeu? Il m'explique c'est un truc avec des dés de couleurs et des bandeaux. Et en fait, il y a une personne qui met le bandeau et qui a le droit de manipuler les dés, pendant que derrière, il y a une personne qui n'a pas le droit de parler et qui n'a pas le droit de manipuler les dés, mais ils doivent ensemble faire une structure avec les dés de couleur. J'ai fait ces dés de couleur, mais j'ai pas vu que tu avais un stock de dés blancs. Il fait si. J'ai pas vu que tu avais un stock de pastilles. Il fait si. On a passé 2 heures ce soir-là à coller des pastilles sur des dés blancs. Et à l'origine, on voulait juste faire le jeu de société. On voulait juste s'amuser à nous deux, nous faire notre version. Alors notre version là, c'est même carrément piraté, puisque on paye pas les créateurs. Les personnes ne rentrent pas en France du jeu. Et puis là, on était en train de coller nos pastilles. Alors vous imaginez des adultes assis à une table, des dés blancs, ils collent des pastilles sur les faces des dés blancs. Et puis on a un autre copain qui passe. Je lui dis vous faites. Alors on lui explique. Il fait ouais, ok, mais vous allez l'utiliser comment dans le monde du travail? Alors là, tout en collant dans des blancs, on s'est posé des questions. On s'est dit, on pourrait l'utiliser comme ça et tout. On a fait une partie ou 2 ce soir-là, on a bien rigolé. Le lendemain, il y avait ce qu'on appelle un forum ouvert. Donc, c'était un moment où il n'y a pas forcément, c'est un moment dans l'événement où il n'y a pas de plan, il n'y a pas de programme, les gens proposent ce qu'ils veulent. Nous, on a proposé notre jeu pour que les gens jouent avec nous. Il y a d'ailleurs des vidéos qui traînent sur Internet parce que cette année-là, le goodies de l'événement, c'était un cube en mousse géant. Et ils avaient 3 couleurs différentes parce qu'il y avait 3 jours à l'événement. Et il y a une vidéo sur Internet où il y a des gens à 4 pattes au sol en train d'essayer de trouver des cubes géants, pendant qu'il y a un mec sur le dos d'un des gars qui a les yeux bandés, qui essaie de trouver ces cubes et qui essaie de le diriger en lui tapant sur les épaules. Enfin bref. Et au final, ce jeu, si vous regardez un petit peu ce qu'il apporte, les capacités de débrief de ce jeu, elles sont phénoménales. On parle handicap. On parle communication ascendante, communication descendante. Qui prend le lead sur une communication? Comment faire lorsque d'un seul coup, on chamboule le fonctionnement d'une équipe et que celui qui avait le lead sur une communication, il se retrouve à plus pouvoir avoir le lead parce qu'il est plus l'expert. Il y a quelqu'un d'autre qui devient l'expert. Il est génial, ce jeu. On peut aussi parler du faire mieux avec ce jeu parce que comme on fait jouer plusieurs équipes en même temps, quand on demande au groupe comment est-ce que vous pouvez faire mieux, souvent ils essayent d'être plus efficaces individuellement, sauf que peut-être faire mieux, c'est faire en sorte que tout le monde ait une bonne expérience de jeu autour de la table.